bonsoir. Bienvenue dans votre émission Rencontre. Aujourd'hui, nous venons à la rencontre de Madame Yuma Fall. Elle est directrice de langue française, diversité et développement culturel au niveau de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Et elle séjourne à Conakry aujourd'hui dans le cadre donc d'un projet très important qui accompagne donc la Journée internationale du livre à l'occasion donc de cette grande journée qui a été décrétée par l'UNESCO depuis un très bon bout de temps et organisée à Conakry par M. Sansi Kaba Diakité, c'est-à-dire l'Harmattan Guinée, à travers donc ce programme des 72 heures. Nous la recevons aujourd'hui. Elle a été donc ancienne administratrice générale du Grand Théâtre de Dakar, experte en gouvernance culturelle dans les pays de développement, enseignante, chercheuse aussi à l'université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal. Elle est titulaire d'un doctorat en communication et d'un DSS sur la diffusion de l'art de l'Afrique en Occident. Elle est aussi auteure de plusieurs écrits sur l'Afrique, dont les enjeux du développement culturel, gouvernance culturelle. Aujourd'hui, elle séjourne à Conakry dans le cadre donc, de la restitution d'un projet très important qui est le projet donc, de pouvoir mettre en place un espace pour le livre africain à Conakry. Bonjour madame. Bonjour. Merci donc d'avoir accepté d'être avec nous dans cette rencontre d'aujourd'hui. Vous êtes à Conakry dans le cadre donc de la Journée internationale du livre, mais d'un programme très spécifique. Merci, c'est un plaisir aussi pour moi d'être là et c'est un plaisir pour moi à chaque fois renouvelé de me retrouver dans le milieu de la créativité de façon générale. Donc là, nous sommes ici dans le cadre des 72 heures du livre pour accompagner Sansi Kaba Diakité, comme vous venez de le dire. Sansi, avec qui nous sommes en partenariat depuis Conakry, capitale mondiale du livre, c'est-à-dire depuis 2 ans. Et à l'ouverture de Conakry, capitale mondiale du livre, il y a 2 ans, j'ai eu la chance d'avoir en face de moi le professeur Alpha Condé. Et là, j'ai évoqué, je lui ai dit, Monsieur le Président, nous avons un espace du cinéma, un espace des arts de la scène, un espace des arts visuels, et à quand, Monsieur le Président, un espace du livre, et on aimerait bien avoir ça à Conakry. Et dans son discours, il a dit que c'était parfait, que lui, il l'accompagnait. Et depuis, le bébé a fait son chemin, plus le fait que Sansi pensait élargir les 72 heures depuis longtemps. Et donc le bébé a fait son chemin et nous avons demandé à une personne de réfléchir déjà sur le modèle. Et nous étions là aujourd'hui pour échanger avec les créateurs sur ce modèle-là. Sur ce modèle, aujourd'hui, vous avez fait la restitution autour d'un atelier de restitution de l'étude de faisabilité, donc des rencontres internationales du livre de l'Afrique à Conakry. On en sort fraîchement, il y a eu assez de réactions. Qu'est-ce que vous retenez de cette première déjà? Ce que je retiens, c'est que le projet a été bien accueilli par le monde du livre de façon générale. Et nous avons la chance d'avoir eu toute la chaîne de valeur du livre, parce que dans la salle, il y avait des producteurs, il y avait des libraires, il y avait des éditeurs, il y avait des auteurs et aussi l'État qui était représenté par le directeur des relations internationales du ministère. Donc nous avions toute la chaîne, tous les acteurs qui doivent combiner leurs efforts, mutualiser leurs efforts pour arriver à cet événement. Donc déjà, le premier niveau de satisfaction, c'est d'avoir tous les acteurs de la filière ou de la chaîne de valeur. Après, les réactions aussi nous ont confortés dans l'idée que c'était important d'avoir cet événement. Tous les participants ont salué la nécessité d'avoir cet événement. Donc cet événement, je dirais qu'elle est la fille quand même de nécessité et de volonté. Nécessité pour les créateurs, les auteurs, éditeurs et diffuseurs d'avoir un espace du livre en Afrique et volonté de la Guinée, de l'OIF et des 72 heures du livre de mettre en place cet événement-là. Donc ça, c'est la première satisfaction, c'est le niveau de participation. La deuxième, c'est l'accueil positif. Et le troisième niveau, c'est les orientations que nous avions eues qui nous permettent justement de finaliser le modèle économique. Donc nous sommes sortis de cette rencontre avec premier niveau. Il faut que cet événement soit à Conakry, il faut qu'elle soit sanctuarisée ici. Deuxième chose, il faut que ça soit consacré exclusivement à l'Afrique, c'est-à-dire
les auteurs qui sont en Afrique, qui écrivent, qui sont édités ailleurs. Mais il faut quand même ouvrir un peu vers le monde. Donc c'est ce qui a été retenu. Et je pense que c'est un bon début. Très bon début. L'OIF, donc une direction que vous dirigez qui s'occupe vraiment de la diversité. Et aujourd'hui, quel est l'engagement au niveau de l'OIF? Nous voyons l'implication de l'OIF dans tout ce qui est FESPACO, tout ce qui est événement phare au niveau de l'Afrique. Parlez-nous un peu de cette organisation. L'OIF, c'est une organisation qui regroupe 88 États et gouvernements membres et qui a plusieurs programmes. Nous travaillons les droits de l'homme et la démocratie, la bonne gouvernance. Il y a aussi la francophonie économique et numérique. Nous sommes très orientés vers l'éducation. Nous venons de mettre en place l'Institut francophone pour la formation, et c'est ici à Dakar, IFEF. Nous avons l'Institut pour le développement durable qui est à Montréal, qui travaille sur tout ce qui est environnement. Et nous avons la jeunesse aussi. Mais au beau milieu de tout ça, il y a une belle direction que moi j'ai la chance d'avoir en charge. C'est la direction qui s'occupe de la langue française, de la culture et des diversités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, côté langue française, nous accompagnons la formation des diplomates. Nous renforçons l'usage et le rayonnement de la langue française. Nous éditons également, nous produisons tous les 4 ans le rapport qui fait l'état de la langue française dans le monde. Et nous avons mis en place tout un programme de renforcement des compétences langagères et techniques des professions de la société civile, que ce soit les acteurs de la mode, les policiers, les diplomates, pour renforcer leurs compétences, pour les outiller, leur doter d'outils de médiation, d'outils de connaissances, des grilles d'analyse et de lecture, pour pouvoir contribuer justement à plusieurs niveaux et faire rayonner cette belle langue, comme je dis, que nous avons en partage et que nous parlons avec nos différents accents, ce qui fait sa richesse. Maintenant, du côté de la culture, nous accompagnons là aussi tous les acteurs au niveau des politiques. Nous accompagnons les États dans la formulation, la définition, la mise en œuvre de politiques et stratégies de développement culturel. À ce niveau, par exemple, nous avons accompagné la Guinée dans l'atelier qui a produit la lettre de politique culturelle. Et nous avons participé à l'atelier de restitution. Donc ça, c'est nous accompagnons les États. Nous accompagnons aussi la société civile en termes de formation, en termes d'appui à la production, à la création. Au niveau de la direction, nous avons plusieurs fonds. Il y a un fonds pour le cinéma audiovisuel, un fonds pour les arts de la scène, un fonds pour la mode, mais il y a surtout un fonds pour le livre et la littérature. Et donc à ce niveau, nous avons le prix des 5 continents de la francophonie que nous gérons dans la direction. Nous avons un programme sur la traduction, qu'on appelle Tempo Traduction. Nous avons aussi un programme d'accompagner la circulation des créateurs et de leurs œuvres. Circulation des œuvres et mobilité des créateurs. À cela vient s'ajouter ce que j'appelle, moi, l'accompagnement de l'espace de réception. Il y a par exemple, côté livre littérature, les centres de lecture et d'animation culturelle, les CLAC. Il y en a une dizaine ici en Guinée. C'est dans la direction. Nous avons plus de 300 centres de lecture et d'animation culturelle dans le monde pour accompagner l'accès au savoir et au contenu, la médiation des connaissances et des savoirs. Et nous avons, toujours dans le domaine du livre, comme je disais, et de l'espace de réception, ce que nous appelons l'accompagnement des espaces de célébration, qui rendent la culture accessible à différents niveaux par la population et pour la population. Et c'est à ce niveau que nous accompagnons le FESPACO. Le Massa d'Abidjan, nous l'avons créé avec l'État de la Côte d'Ivoire. Nous sommes en 1969 et nous sommes à CCT, en 1989, excusez-moi. Et nous accompagnons aussi, voilà, les 72 heures du livre, les espaces qui rendent la culture accessible aux populations. Donc c'est les espaces intermédiaires qui jouent un rôle déterminant entre le créateur et son public, et l'œuvre et le marché. Et c'est dans ce cadre que nous souhaitons accompagner la création d'un espace autour du livre Afrique de façon générale et ici à Conakry. La question qui revenait régulièrement dans la salle était celle, est-ce que cet espace va être consacré qu'aux éditeurs ou aux écrivains africains, ou une porte sera ouverte sur les autres écrivains territoires. du monde? Voilà. Alors, c'est une question que nous avions voulu ouvrir. Je pense qu'elle a été bien ouverte. Et ce qui a été retenu, c'est que, à l'unanimité, peut-être moins une voix, mais à l'unanimité, on peut le dire,
Ils veulent un espace consacré aux livres sur le continent africain, qui met l'accent sur les auteurs de l'Afrique et les auteurs de l'Afrique, mais les auteurs aussi qui ont été publiés ailleurs, mais auteurs de l'Afrique, mais aussi des producteurs qui produisent des choses, des éditeurs sur l'Afrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne va pas être... Et nous voulons éviter un salon de plus, un festival de plus. Il y a tellement de festivals, il y a tellement de salons sur l'international. Quand je prends l'exemple de Francfort, excusez-moi, mais les éditeurs africains qui généralement vont à Francfort, j'aime bien m'amuser à le dire, je ne sais pas si je dois dire à la télé ou pas, j'ai dit mais arrêtez, quand vous allez à Francfort, pratiquement la seule autorité de la filière du livre que vous voyez, c'est le vigile qui demande le badge à l'entrée. On ne peut pas appeler ça accès à la coproduction. On parle souvent de vente de droits, on parle de coédition, on parle de coproduction, mais ce serait bien qu'il y ait un espace pour les Africains où ils vont se retrouver. L'Afrique, elle est multiple. On n'a pas les mêmes cultures. Moi, je dis aux gens, l'Afrique, ce n'est pas un pays, c'est un continent. Et je pense qu'il y a des modèles qui peuvent se regrouper, qui peuvent échanger et contribuer. Quand je vais au Salon du livre de Liban, ça n'a rien à voir avec le Salon du livre de Côte d'Ivoire, ça n'a rien à voir avec les rentrées littéraires au Mali. Donc je pense que rien qu'en Afrique, on peut avoir un espace dédié à ces auteurs africains. Maintenant, nous allons inviter des professionnels, éditeurs des autres secteurs, mais il faut que ça soit dédié vraiment aux auteurs africains. Et je pense que la conclusion, on peut dire que c'était ça, ouvrir, ne pas trop fermer. Senghor aurait dit s'enrichir de nos différences pour converger vers l'universel. Dans cette démarche d'ouverture, de rester ouvert, ce salon, est-ce que ce salon va enterrer tout de suite les 72 heures ou il y aura une alternance dans l'organisation des 72 heures du livre? Vous aussi. Comment on peut enterrer sa mère? Les 72 heures vont accoucher du salon. Et après on dit, maman, merci, je suis née. J'ai vu Kirikou qui dit à sa maman, je suis née aujourd'hui, n'oubliez pas, je saute, je danse et tout ça. Mais bon, je pense qu'on ne va pas faire ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'il y aura une alternance. Une année, c'est les 72 heures. Et l'autre année, ça va être les rencontres. Je n'appelle pas ça salon pour l'instant. OK? Les rencontres, vous êtes auteur de plusieurs écrits en Afrique, dont les enjeux. Chez vous, l'Afrique a un enjeu véritable, culturel, et même pour la gouvernance aussi. L'Afrique n'a pas un enjeu, l'Afrique est un enjeu. L'Afrique est un enjeu pour le développement du monde. Quand on parle de la population, une population très jeune, quand nous voyons en ce moment l'élite africaine, les intellectuels africains, ce qu'ils font dans le monde, je pense que c'est fini l'époque où on doit dire « nous, Africains, on existe ». On est dans l'époque où nous pouvons dire aux gens « venez voir ce dont nous sommes capables et venez vous inspirer de ce que nous faisons ». Donc je pense qu'on est à ce stade où l'Afrique, c'est un enjeu pour le monde entier. On ne peut plus parler de développement, éducation sans parler de l'Afrique. On ne peut plus parler de numérique. Si on prend l'exemple du numérique, qui est un enjeu capital, c'est un espace où tout le monde est l'égal de tout le monde. C'est un espace qui demande que l'intelligence, c'est ce domaine-là. Et aujourd'hui, c'est l'ère de l'intelligence artificielle. Je pense que l'Afrique peut jouer un rôle éminemment important à ce niveau. Et à tout point de vue. Même, on a de la chance maintenant, on a des ressources minières partout. Quand je vois qu'il y a même du pétrole au Sénégal, je pense que l'Afrique, c'est un enjeu pour le monde entier. Et nous devons, nous, Africains, être conscients de l'importance de ce continent, être conscients de tout ce que le continent peut apporter à l'humanité. En fait, c'est nous qui avons aujourd'hui un problème, nous, Africains. Il faut qu'on se conscientise nous-mêmes. Il faut nous qu'on soit conscients de l'importance de notre continent. Parce que le véritable défi aujourd'hui, au niveau de la gouvernance culturelle en Afrique, on le dit généralement, la culture est un parapluie. Oui, je suis d'accord. Mais ce n'est pas seulement en Afrique. D'interroger tous les ministres, la culture a du mal à atteindre le 1% des budgets des États. Mais parce que pendant très longtemps, l'économique a considéré la culture comme budgétivore et sans rentabilité. Le politique a très souvent considéré la culture comme festif et pas autre chose. Les spécialistes de la culture que nous sommes avons très souvent considéré que le côté anthropologique de la culture. Maintenant, on parle de la culture comme valeur de développement. Et pendant très longtemps, nous avons confondu
richesse et profit. Parce que quand on parle de la culture, les gens regardent le profit. 1 plus 1 égale 2. Qu'est-ce que ça apporte à l'économie directement? Mais dans le domaine de la culture, la valeur de développement, elle tient à l'effet favorable de la culture sur le développement. Ça veut dire quoi? Nous sommes tous ici à Conakry parce qu'il y a les 72 heures. C'est une valeur de territoire pour Conakry. Nous avons pris l'avion, on n'a pas marché depuis Paris. Et on dort dans des hôtels, on mange. Ça, c'est une valeur d'activité qui est aussi économique. À cela, on ajoute la valeur de production et la valeur esthétique. Moi, j'aime bien me réveiller et avoir dans ma chambre une œuvre d'art, une belle œuvre, ça m'inspire. Donc, c'est tout ceci qui constitue la richesse quand on parle de culture. Et pendant longtemps, ce n'était pas considéré comme ça. On ne parlait pas de richesse, on parlait de profit. Maintenant, ça a changé. On a eu un sacré coup avec le développement durable, les ODD. Mais là aussi, je pense que ce qu'il faudrait comprendre, pourquoi la culture, je pense qu'il faut avoir une lecture structurante des ODD. Si on voit que la culture ne fait pas partie des 17 piliers des ODD, c'est tout simplement parce que la culture est une dimension transversale des ODD. On ne peut pas parler éducation sans parler de culture. Prenons l'exemple de la Guinée. Vous ne pensez pas que quand on prend l'exemple de la scolarisation des filles, la culture n'a pas un rôle là-dessus dans le maintien des filles à l'école? Primordial. Primordial. Quand on parle de l'éducation, quand on parle de la consommation, on parle de mode de consommation durable. Vous ne pensez pas que la culture a un rôle à jouer là-dessus? Donc là, il faut vraiment que nous qui sommes dans le secteur de la culture, nous avons un discours à tenir pour faire comprendre la différence entre profit et richesse et pour faire comprendre cette dimension transversale de la culture qui touche à tous les aspects du développement. C'est comme ça qu'on peut ramener Cette le dimension, débat. elle est fondamentale parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les politiques dans l'élaboration de leur budget, ils prennent toujours, ils disent, bon, la culture. Et nous, des acteurs culturels, ont une mobilité de circulation qui a une plus-value sur l'économie. Bien sûr, ça c'est ce que je disais tout à l'heure, l'interaction entre le marché et le produit, entre le créateur et le public, c'est la culture qui joue ce rôle-là. Mais je pense qu'en plus de ça, les politiques ont maintenant la claire conscience que la culture, non seulement est un catalyseur social, déjà, pour eux, rien que pour leur politique, même si on parle des élections et tout le monde fait la campagne électorale sur fond de musique, de troupes et tout, mais parce que c'est un catalyseur social, ça c'est un. Ensuite, ils ont compris aussi que cette mobilisation qu'ils veulent, ils peuvent l'avoir avec la culture. Maintenant, reste maintenant aux acteurs de la culture de leur montrer qu'il n'y a pas que la festivité. La culture aussi contribue à l'économie de nos territoires. On parle beaucoup d'économie de la créativité. Là aussi, il y a de la sensibilisation que nous, vous les acteurs de la presse, vous êtes, comme je dirais, ce maillon qui assure l'interface entre le produit et le public. Vous avez le rôle de documenter le produit et de le rendre accessible. C'est à vous justement de montrer que dans nos territoires, par exemple du Sud, ce qui fait l'économie de la créativité, ce n'est pas le cinéma, ce n'est pas la musique. Donc si on veut comparer avec l'autre, l'Occident, ce qui fait l'économie de la culture, on se trompe. On parle d'adaptation du modèle. Il faut adapter le modèle à nos territoires. Et cette adaptation va montrer que dans nos territoires, ce qui fait le développement, c'est la créativité. Regardez ce que je porte, c'est de la Guinée. J'étais très contente de ramener ça de la Guinée la dernière fois. L'artisanat local, la créativité locale, le tissage. C'est ça qu'on doit capitaliser. Et c'est ça qui va faire que la culture va apporter une belle contribution à l'économie. Voilà, il y a une autre préoccupation qui est très importante, pas la moindre non plus. Hein. C'est par exemple les résidences, les rencontres régulières entre les acteurs culturels qui, le plus souvent, c'est vraiment pendant ces périodes-là que ces acteurs arrivent. Est-ce qu'il y a possibilité de mettre en place, vous qui êtes très averti sur le sujet, parce que pour avoir été quand même administratif général du théâtre de Dakar, les résidences, on en parle peu dans le milieu culturel. C'est surtout dans le milieu scénique du théâtre qu'on en parle beaucoup. Vous avez dit au début que je suis également enseignante, donc je suis obnubilée par la formation. Et pour moi, et vous êtes de la communication, ce n'est pas à vous que je vais dire que quel que soit par ailleurs le dispositif communicationnel que l'on met en place pour promouvoir une œuvre d'art, quelle que soit par ailleurs la discipline considérée, l'étape numéro 1 de toute situation de médiation reste la qualité de la création.
tu as beau faire la promotion de ce tissu, mais si ce n'est pas une création de qualité, j'achète une fois, je ne reviens pas. Et cette création de qualité trouve son fondement dans la formation. Et donc nous pensons qu'il est important d'accompagner la formation structurante dans les écoles, mais aussi la formation tout simplement à travers des résidences, renforcement de capacité. Donc nous profitons de chaque événement que nous organisons pour organiser des ateliers de formation, de renforcement de capacité pour les créateurs. Et là aussi, il faut que chacun fasse là où il est moins mauvais. Les États ont leur part de responsabilité. Les acteurs de la société civile ne doivent pas tout attendre aussi de l'État, ainsi de suite. Donc voilà. Madame Youma Fall, directrice au niveau de l'OIF, de la langue, des diversités culturelles, du développement culturel. Vous êtes donc sur les antennes de la télévision nationale pour parler donc de la diversité culturelle et surtout de la restitution, très grand programme que nous attendons à pied ferme. La question qu'on se poserait, peut-être la dernière, au niveau de Dakar, il y a beaucoup d'activités culturelles qui s'imposent. Dakar est devenu aujourd'hui une plateforme culturelle très très importante. Le plus souvent, Dakar est parti d'un modèle pour imposer vraiment la culture sénégalaise. Est-ce qu'il y a nécessité pour les pays africains de partir d'un spécimen précis pour imposer ou pour promouvoir la culture? J'ai envie de vous dire, selon vous, quel est le modèle de Dakar? Dakar est parti de quel modèle? Le modèle Tchèbien. On peut considérer que le modèle de Dakar serait tout simplement le Festival mondial des arts nègres. Voilà, les arts nègres, c'est Je disais à quelqu'un que naître du pays de Senghor, ça prédispose. Ouais. C'est-à-dire avoir pendant des années un président de la République qui vous dit il faut faire de la poésie, il faut faire de la peinture, qui a créé un commissariat aux expos internationales à l'étranger, qui a créé le Manufacture des arts décoratifs de Thiès, qui a créé le premier théâtre Sorano et tout. Donc Senghor avait déjà créé un milieu. Et les gens pensent que quand on interroge l'histoire culturelle du Sénégal et qu'on essaie de le placer dans un continuum historique, on va se rendre compte que Senghor avait sensibilisé à la culture, à l'identité culturelle. Abdou Diouf est venu à changer de modèle. Il a montré que la culture était économique. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est du temps de Abdou Diouf que l'État pour État est parti et que c'est là que les créateurs ont compris qu'ils détenaient un objet qui permettait de faire du développement tout simplement, de l'économique. Après est arrivé le président Abdoulaye Wade avec ses infrastructures. Et le président Macky Sall, lui, il a mis l'accent sur la valeur. Il a mis l'accent sur le statut de l'artiste, sur sa valeur et tout. Donc moi, je parlais de modèle, moi je parlais plutôt de continuum historique. Okay. Et maintenant, si on reste toujours dans l'histoire, on voit que la Guinée, à l'époque du feu président Sékou Touré, c'était aussi l'identité culturelle. Et ça continue. Et le Mali, avec le président Modibo Keïta, c'était pareil. Donc c'est ce côté identité culturelle qui a été développé dans certains territoires. Dans d'autres, c'est le côté économique de la culture, comme c'est le Sénégal avec Abdou Diouf, ainsi de suite. Mais moi, je trouve que Dakar, il y a la Biennale de Dakar. On a maintenant le musée des civilisations africaines, et ça, nous le devons au président Macky Sall. Donc on doit s'en féliciter. Mais je pense que chaque territoire a sa spécificité. Je pense que, quoi qu'on dise, Conakry et la Guinée, ça restera toujours le pays de Camara Laye et le pays de Djibril Tamsir Niane. Donc je trouve qu'on peut. On ne part pas du néant, on part de l'existant pour construire. Ici, l'existant, c'est un terreau très fertile, où il y a déjà des grands auteurs, et je pense qu'on peut faire des choses. Et tous ces espaces nous permettent tout simplement de faire dialoguer nos diversités africaines. Et je pense qu'il est important de faire dialoguer ces diversités-là. Elle est importante. Une autre culture qui s'est véritablement développée, c'est la lutte traditionnelle au Sénégal, qui est devenue aujourd'hui, si vous voulez, comme aux États-Unis. C'est une vraie économie. C'est une vraie économie, nous voyons, et c'est culturel. Ben oui, quand je disais que dans nos territoires, si on veut comparer l'économie de la culture en pensant cinéma ou musique avec les autres modèles importés, il faut adapter aux réalités. La lutte, c'est un élément éminemment culturel et qui est devenu une véritable économie. Quand je vois maintenant des lutteurs qui ont des maisons beaucoup plus jolies que les maisons des ministres, des lutteurs qui roulent en 4x4, je me dis, voilà la culture qui parvient à montrer autre chose. Et c'est pareil, allons chercher ce qui fait les spécificités de nos territoires, adoptons le modèle économique des occidentales à la réalité locale
créativité, à la créativité locale, et on va voir qu'on va arriver à faire de la culture un métier pour le continent et de l'économie de la culture un acteur du développement africain. Merci donc Madame Youma Fall. Je vous rappelle, amis téléspectateurs, qu'elle est directrice de langue française et diversité culturelle au niveau de l'OIF. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous Merci remercie. pour cet atelier, pour la restitution donc, de ce beau projet, de ce beau bébé qui est en pleine gestation. Je crois qu'il commence déjà à faire les 4 pattes. Il a besoin Parce qu'il y avait vraiment un engouement très très important dans la salle et avec l'espoir de vous retrouver dans un prochain numéro pendant les rencontres internationales du livre de Conakry. Avec plaisir, et nous vous confions notre bébé, vous la presse, documentez-la, donnez-lui des habits, une robe et tout ça et rendez notre bébé accessible au public. Merci beaucoup. Amis téléspectateurs, nous avons donc été très heureux d'être en compagnie de Madame Youma Fall qui a accepté de notre invitation aujourd'hui. Moi, je vous retrouve dans un prochain numéro et je vous dis au revoir. À bientôt. Que Dieu bénisse la Guinée. Amen.